Bonjour, je suis Stéphanie Laguinier, la fondatrice de Meredith Santé. C'est une plateforme qui a été créée pour rapprocher les professionnels de santé en établissement et en ville. L'objectif est de recréer du lien au sein d'un même territoire entre différentes spécialités pour mieux communiquer et améliorer les parcours de soins. N'hésitez pas à vous inscrire, vous pourrez développer votre réseau de professionnels de santé. Et en attendant, je vous souhaite une belle conférence. Bonjour à tous, merci Stéphanie. Alors, je vais vous faire donc une présentation sur la névralgie pudendale. Il y a plein de choses à dire parce que c'est vrai que c'est une pathologie qui est un petit peu à la mode. Il y a plein de choses à dire. Alors, donc, bon, ça c'est le plan de la présentation. Alors, on va commencer par la définition. Quand on parle de la névralgie pudendale, on parle en fait de la névralgie pudendale par compression du nerf pudendal dans le canal d'Alcott. La souffrance du nerf pudendal, elle peut être de multiples causes. On peut avoir un étirement du nerf pudendal lié à un accouchement traumatique. On peut avoir une lésion du nerf pudendal sur un cancer du petit bassin. Ce n'est pas ce dont on va parler. Là, on va parler d'un névralgie pudendale par compression donc, du nerf pudendal dans le canal d'Alcock, un peu comme le canal carpien. C'est un peu le canal carpien de la fesse. Donc, cette névralgie canalaire, elle se caractérise donc par des douleurs du périnée qui sont aggravées par la position assise et qui sont donc liées à la compression du nerf pudendal. L'incidence, c'est 1 personne sur 6 000 en France, donc c'est une pathologie qui est rare, mais qui est probablement sous-estimée par méconnaissance du diagnostic et par le fait que c'est un petit peu difficile d'en parler. Alors là, en fait, Internet prend toute sa place et il y a plein de gens qui viennent consulter parce qu'ils nous ont trouvés sur Internet. Il y a plein de gens qui sont en errance diagnostique, il y a plein de gens qu'on traite un petit peu de fous parce que leurs douleurs sont un petit peu bizarres. Donc là, ça permet peut-être de les réadresser un peu plus facilement. L'âge moyen de début, c'est entre 50 et 70 ans. Alors, c'est pareil, ce sont des études assez anciennes et on voit arriver des gens très jeunes, on voit arriver des jeunes filles de 25 ans. Enfin, c'est assez varié en termes d'âge. Le sexe ratio semble retrouver une légère prédominance féminine. Pareil, c'est peut-être aussi le fait que les femmes consultent davantage que les hommes. Alors, quelques rappels anatomiques. Donc, le nerf pudendal, c'est l'ancien nerf moteur interne qui naît de la réunion des racines sacrées S2, S3, S4. Et il va donc sortir par les trous sacrés et passer dans une pince ligamentaire entre le ligament sacro-épineux et le ligament sacro-tubéral. Ensuite, il contourne l'épine ischiatique et il va entrer dans le canal d'Alcock, donc ce fameux canal d'Alcock, qui est en fait un dédoublement du muscle obturateur interne. Ensuite, le nerf pudendal va donner naissance à 3 branches principales. Le nerf dorsal du clitoris sous la verge, qui innerve donc la majeure partie de la peau du clitoris sous la verge, donc il y a un nerf sensitif. Le nerf périnéal, qui innerve le sphincter strié de l'urètre, les muscles du périnée et la peau du périnée postérieur. Et le nerf rectal inférieur, qui innerve le sphincter anal externe, donc moteur également, le muscle puborectal et la peau de la région périanale. Donc en fait, le nerf pudendal, il y a 3 zones de compression potentielles. Cette zone-là, donc entre les ligaments sacro-épineux et le ligament sacro-tubéral, qui est en fait la zone principale de compression, avec parfois ce qu'on appelle un processus falciforme, qui est un petit bout de ligament en forme de faux qui vient coincer le nerf. Il peut être coincé dans l'entrée dans le canal pudendal et également dans le canal en lui-même, dans toute la longueur du canal. Alors, ça, c'est une vue postérieure qui est intéressante parce que ça ressemble pas mal à la vue qu'on a pendant l'intervention. Donc, on retrouve le nerf honteux interne, donc le nerf pudendal, et juste en dehors, on a le nerf cutané postérieur de la cuisse, qui est le nerf clunéal, qui est un petit nerf que l'on a décrit un petit peu plus tardivement, mais qui est également souvent impliqué, on va en reparler. Et donc, ce nerf clunéal, il est juste en dedans du gros tronc du nerf sciatique que l'on voit ici, avec l'échelle anatomique. Alors, le diagnostic clinique. Le diagnostic clinique se repose sur les critères de Nantes, puisque cette pathologie a été décrite par l'équipe de Nantes et par le professeur Roger Robert. C'est une douleur qui est décrite dans le territoire du nerf pudendal. Donc, la douleur va de l'anus à la verge. Ça peut aller, ou au clitoris bien sûr, donc ça peut être au niveau du clitoris ou de la verge, au niveau des petites lèvres, des grandes lèvres, de l'entrée du vagin, au niveau de cette zone-là, entre le vagin et l'anus, ou entre les testicules et le vagin, entre le testicule et l'anus, qu'on appelle le noyau fibreux central du périnée, et également donc au niveau de l'anus. La douleur est aggravée en position assise. C'est vraiment un critère extrêmement important, car quand on est en position assise, il y a une ascension de la graisse ischio-rectale, alors que la graisse, normalement, elle permet de protéger les nerfs et de faire que les nerfs coulissent.
Donc, quand on est en position assise, le nerf est davantage exposé et donc les douleurs sont aggravées. Classiquement, les douleurs sont soulagées sur le siège des WC car le siège des WC avec la lunette fait que la partie du périnée n'est plus comprimée, donc les douleurs peuvent à ce moment-là disparaître. La névralgie pudendale ne provoque pas de réveil nocturne. Alors, les gens peuvent avoir des difficultés à s'endormir parce qu'ils ont mal, mais une fois qu'ils sont endormis, ce n'est pas la douleur qui les réveille. Il n'y a pas de déficit sensitif. S'il y a une hypoesthésie au niveau du périnée, c'est qu'a priori, on n'est pas sur une névralgie pudendale canalaire. On peut être sur une névralgie pudendale lésionnelle, notamment dans le cas d'un cancer du petit bassin ou ce genre de pathologie. Et un des critères quasiment essentiels, c'est le bloc diagnostic positif. Donc, c'est un test anesthésique qui est fait sous scanner. Donc, on utilise un produit de contraste pour localiser où est-ce qu'on va faire le test, un anesthésique local pour faire un test anesthésique. On n'utilise pas de corticoïdes. On parlera un petit peu plus tard des infiltrations. Ce test, il faut éliminer les contre-indications habituelles, donc l'allergie au produit de contraste et les troubles de la crasse sanguine. La principale complication, c'est l'anesthésie du nerf sciatique, puisqu'on a vu qu'il est juste à côté. Et donc, il faut prévenir le patient que pendant le temps de l'anesthésie, environ 2 heures, il y a un risque de chute s'il a une paralysie sciatique. Alors, il faut infiltrer absolument un patient qui soit algique, parce que s'il n'a pas mal, on ne pourra pas savoir si le fait de faire le test anesthésique et donc d'endormir le nerf pudendal permet de soulager la douleur. Donc, il faut bien lui dire de se mettre dans les conditions où il va avoir mal, d'arriver 1 heure avant le test, de rester bien en position assise, éventuellement de ne pas prendre les médicaments la veille. Le bloc est considéré comme positif. Alors, si le VA de base est supérieur à 4, il faut qu'on ait une amélioration de plus de 50% de la douleur. Si le VA est inférieur à 4, il faut une disparition de la douleur. Donc, on demande aux patients de bien remplir ce tableau. C'est l'élément essentiel, en fait, pour confirmer le diagnostic. Donc, en pratique, on peut avoir des tableaux qui sont quand même très variés. Ça peut être des brûlures. On peut avoir le syndrome d'hyperexcitation sexuelle inappropriée, l'hypersistence sexual arousal syndrome. Donc, c'est des femmes essentiellement qui sont en hyperexcitation sexuelle alors qu'il n'y a pas de contexte favorisant ça, ce qui est très difficile pour ces dames-là. Je me rappelle d'une dame de 80 ans qui était quand même extrêmement embêtée. Il peut y avoir des sensations de corps étranger, intracavitaire, intravaginal ou intra-anal avec des impressions de boules de pétanque intra-anal, des sortes de dysesthésie bizarres, comme une bête qui ronge. Donc, effectivement, plein de symptômes qui ne sont pas forcément faciles à évoquer. Donc, il faut que le patient se sente à l'aise. Ils ont des fois beaucoup de mal à en parler. Quand on sent qu'ils sont gênés, il faut vraiment aller chercher les symptômes. Les critères d'exclusion, donc ce sont les douleurs purement coccygènes, purement fessières, hypogastriques, purement testiculaires. A priori, on n'est pas sur une névralgie pudendale. La douleur qui va être uniquement paroxystique, s'il y a un prurite. Tout ça, ce ne sont pas des douleurs de névralgie pudendale. On recherche une atteinte clunéale, donc le petit nerf qui est à côté du nerf pudendal. Le diagnostic est également clinique. En fait, on recherche une irradiation dans le pli sous la fesse, à la partie basse de la fesse. La douleur va être plutôt para-anale que intra-rectale ou intra-anale. Ça peut classiquement donner une pseudo-sciatique qui peut irradier jusqu'à la face postérieure de la cuisse. Donc ça, c'est uniquement l'interrogatoire. L'examen clinique. Alors, l'examen clinique, il permet avec le patient de bien préciser les endroits douloureux. Alors, moi, en consultation, j'ai un schéma pour que les gens arrivent à préciser la douleur, mais c'est compliqué pour certains patients d'arriver à nommer la région. Il y a un petit peu de gêne. Enfin, voilà. Donc, c'est avec l'examen clinique, on refait préciser avec le patient. On lui fait montrer où est-ce qu'il a mal, où est-ce qu'il a le plus mal, les douleurs irradient. Enfin, c'est extrêmement complexe. On fait un examen des organes génitaux externes, donc on vérifie la sensibilité, puisque s'il y a une hypoesthésie, ça doit nous alerter sur une autre pathologie. Et on va éliminer les autres diagnostics. On va éliminer une mycose, une atteinte tumorale, enfin voilà, tous ces autres problèmes. On recherche un syndrome myofacial associé, donc un syndrome du périforme, un obturateur interne, qui sont extrêmement fréquents. En fait, comme les gens ont des douleurs, ils se contractent et il y a des contractures associées. Ce qui fait que ça fait un tableau clinique qui devient très riche et on ne sait plus quelle est la douleur qui est au début. Alors, toucher rectal, toucher vaginal, les approches sont variées, mais globalement, quand on voit un patient, en général, il a déjà, si c'est une femme, elle a déjà consulté multiples gynécologues. Si c'est un homme, il a consulté en général un urologue, un proctologue. Moi, j'avoue que je ne fais pas les toucher, et puis je suis neurochirurgien à la base, donc voilà, c'est pas mon jeu. Il est très important, quand le patient vient, de bien sûr vérifier que le bilan organique classique a été fait auparavant,
Alors, c'est le défaut d'Internet, c'est qu'on voit des fois des gens qui ont des douleurs anales qui vont sur Internet et qui viennent pour une suspicion de névralgie pudendale. Il faut quand même, en premier lieu, aller voir un proctologue ou un médecin généraliste, mais éliminer tout bêtement des hémorroïdes. Donc, effectivement, ça fait partie de l'interrogatoire de vérifier que les pathologies classiques et fréquentes ont été éliminées auparavant. Alors, en pratique, donc c'est un patient debout en salle d'attente qui a un pantalon large ou un jogging parce qu'en fait, il y a des dysesthésies au tact. Les gens, des fois, arrivent en pantalon sans sous-vêtements. Donc, c'est vrai que quand on est habitué à la pathologie, on n'est pas choqué, mais quand c'est la première fois, on se dit, mais c'est quoi ce patient bizarre? Donc, oui, il y a des dysesthésies au tact. L'élastique du slip est extrêmement désagréable. Ça va être la dame donc, qui est toujours en salle d'attente alors qu'il y a des places, qui est en jupe longue parce que, pareil, il y a une dysesthésie sur le tact. C'est des patients qui sont assis sur une fesse, l'autre en dehors de la chaise. Le patient qui arrive avec son coussin. Alors, il y a des coussins exprès. Il y a aussi la bouée pour mettre en décharge, comme le siège de toilette. Voilà pour le diagnostic clinique que j'ai extrêmement développé parce qu'en fait, le diagnostic clinique est essentiel. Les examens complémentaires. Alors, on va demander une IRM lombosacrée, un scanner, une IRM pelvienne. Leur but, en fait, c'est d'éliminer un diagnostic différentiel. C'est vrai que les patients arrivent en consultation déçus en disant mais le radiologue a dit qu'il n'y avait pas de compression lunaire pudendale. C'est justement ce qu'on recherche en fait. Ces examens-là sont pour éliminer donc des causes, que ce soit une tumeur du cône terminal, on en a déjà vu sur ces symptomatologies-là, ou un cancer du petit bassin, pareil qu'on a déjà vu. Donc l'imagerie ne permet pas de poser le diagnostic, elle permet d'éliminer les autres diagnostics. Et le diagnostic de névralgie pudendale est uniquement clinique avec les 5 diagnostics, les 5 critères de Nantes et l'intérêt donc du test diagnostique, du test infiltratif. L'électromyogramme, alors on l'a beaucoup utilisé au début, ce d'autant plus que la première description a été faite quand même par M. Amarenko, donc qui a décrit la première description de névralgie pudendale en premier lieu chez les cyclistes et qui a beaucoup travaillé sur les EMG du périnée. Les EMG maintenant ne sont plus demandés de manière systématique, sachant que l'EMG peut être normal et que ça peut être une névralgie pudendale canalaire. L'EMG peut être intéressant, notamment chez une femme qui a eu un accouchement très traumatique, pour rechercher une atteinte lésionnelle. Si on voit que les nerfs pudendaux sont très abîmés, on pourra dire à la patiente, bon, il y a peut-être une part de compression canalaire, mais il y a aussi une part de douleur neuropathique liée à l'étirement du nerf, et donc on sait que dans ces cas-là, la chirurgie risque d'être moins efficace. Et l'électromyogramme chez la femme qui a accouché est forcément perturbé. Il y a forcément des lésions d'étirement du nerf pudendal plus ou moins intenses, mais il y en a forcément. Donc, aucun examen ne permet d'affirmer le diagnostic de névralgie pudendale. Le diagnostic de névralgie pudendale, c'est un diagnostic clinique. Alors, en pratique, du coup, ce qui va être très important, c'est d'éliminer les diagnostics différentiels de toutes les douleurs de cette région-là. Alors, je vous ai listé les diagnostics différentiels. Ça fait un peu catalogue, mais c'est une grande partie de l'interrogatoire et de l'examen clinique. Alors, les autres névralgies périnéales. Les névralgies périnéales, donc ça va être des douleurs de névralgie, avec en général une hypoesthésie et une dysesthésie. Donc, on peut retrouver les critères habituels du DM4. Ces douleurs, elles ont 3 caractéristiques typiques. Normalement, elles sont localisées dans un territoire spécifique. Elles ont des caractères neuropathiques et mécaniques. Donc, les caractères neuropathiques, ça va être les douleurs à type de décharge électrique et de brûlure, avec une hypoesthésie, des dysesthésies aggravées par le tact, des fourmillements, des engourdissements, des démangeaisons. Et elles surviennent classiquement chez des patients qui ont des antécédents chirurgicaux. Pas systématique, mais c'est plus fréquent. Alors, première type, donc la névralgie ilio-hypogastrique. Donc, par atteinte lunaire ilio-hypogastrique, on va avoir une douleur qui va être localisée dans la région inguinale, mont de Vénus et région pelvienne. Donc, on est quand même proche du nerf pudendal. Ce n'est pas exactement identique à la région inguinale, mais ce n'est pas toujours évident. La névralgie ilio-inguinale. Donc, par atteinte lunaire inguinale, on va avoir une atteinte de la région inguinale et grande lèvre ou testicule. La névralgie génitofémorale, on va avoir une douleur, alors grande lèvre testicule et face interne de cuisse. La névralgie de Trollard, là, c'est une douleur qui est nettement plus médiane, c'est une douleur du pied interfécié qui est aggravée par la position assise et on retrouve en général un contexte traumatique. Pour ces névralgies périnéales, en fait, on va faire pareil un test anesthésique. Alors là, je vous l'ai présenté de manière très schématique.
En pratique, le patient, c'est pas toujours évident de faire la différence entre une névralgie longitudinale ou une hypogastrique. Donc, on va dire, tiens, ça ressemble plutôt à une myopagastrique. Je fais un test anesthésique sur une myopagastrique, je regarde si c'est positif ou non. Et c'est par élimination qu'on va trouver quel est le nerf qui est responsable. On recherche des cicatrices, on recherche un point gâchette, on recherche un signe de tunnel à ce niveau. Autre grand type de douleur de la région, ce sont les vulvodynies. Donc, les vulvodynies sont des douleurs vulvaires qui ne sont pas aggravées par la position assise. Là, ça permet déjà de faire une différence. Qui sont plutôt provoquées par le contact. L'épidémiologie, c'est quand même 8% de la population, donc c'est quand même énorme. Définie donc par un inconfort vulvaire, ça va être des brûlures, on ne retrouve pas de lésions, il n'y a pas de maladie neurologique, et c'est une douleur qui évolue depuis plus de 3 mois. Donc ça, c'est la vulvodynie donc idiopathique, ce qui veut dire qu'on va éliminer les autres causes de douleurs vulvaires secondaires, donc éliminer l'infection, candidose, herpès, les inflammations, donc les lichen plans, les dermatoses, donc il y a quelques dermatos qui sont spécialisés dans les vulvodynies, les néoplasmes et les neuropathies, zona, herpès, compression médulaire. Les signes associés dans la vulvodynie, alors on a classiquement des dyspareunies, on va avoir souvent des douleurs diffuses, ensuite donc à l'anus, au vagin, à l'urètre, à la vessie. C'est pour ça que quand on présente la pathologie, on dit facile de faire la différence. En fait, en pratique, les douleurs diffusent ensuite partout. Et je peux vous dire qu'en pratique quotidienne, c'est pas facile de faire vraiment le tri entre les différentes étiologies. Dans la vulvodynie, il y a souvent plusieurs pathologies associées. Donc, on peut avoir une cystite interstitielle, la fibromyalgie, un syndrome de fatigue chronique, des coliques, donc effectivement un terrain psychologique de douloureux chronique, avec effectivement un seuil douloureux diminué. Le traitement des vulvodynies, alors il y a des traitements locaux avec des chromatiques éprésantes, des anesthésiques locaux, traitement Perros, donc antalgique, anti-épileptique, une prise en charge psychologique importante. La chirurgie peut être discutée alors à titre de vestibulectomie, mais avec des indications et des résultats qui sont quand même discordants et c'est relativement rare. La cystite interstitielle, également dont on parle beaucoup, donc c'est le syndrome de la vessie douloureuse. On va avoir une pollacurie avec urgenturie et c'est en fait une inflammation chronique de la vessie. Alors, les étiologies, alors on rentre un petit peu dans les détails, mais voilà, il y a quand même des pistes. Donc, il y aurait une déficience des couches lipoaminoglicanes de la paroi de la vessie qu'on retrouve chez 70% des patients, qui fait que la paroi de la vessie est fragilisée et donc les substances toxiques passeraient davantage. On retrouve un facteur antiprolifératif dans l'urine des patients qui empêche la régénération des cellules de la paroi vésicale, également des étiologies allergiques. Voilà, il y a quand même pas mal d'étiologies possibles. Donc, en pratique, ce sont des patients qui vont avoir une pollacurie avec une urgenturie, qui disent qu'ils ont du mal à vider la vessie. Alors après, il y a des douleurs diffuses, bas-ventre, vessie, urètre. Les douleurs sont quand même classiquement soulagées par l'émission. Et on peut avoir un début spontané ou après un facteur déclenchant qui n'explique pas forcément, mais qui va faire que les douleurs vont s'intensifier à ce moment-là. On fait bien entendu un ECBU, ça c'est l'examen que l'on fait de base, qui va revenir normal, alors éventuellement une petite hématurie, une petite leucocyturie. On va faire une cystoscopie avec hydrodistension pour rechercher donc des glomérulations, donc qui vont être des micro-hémorragies, que l'on retrouve quand même dans 95% des cas. On peut retrouver des ulcères de 1 heure dans 10% des cas. Des fois, la cystoscopie peut aussi revenir normale. On va faire un bilan urodynamique avec une cystomanométrie qui va montrer en général une diminution de la capacité vésicale. Le traitement de la cystite interstitielle, donc ça va être des antalgiques, des anti-inflammatoires. Alors, il y a plein de traitements, les minéraux, des hydrodistensions, des injections dans la vessie d'héparine. La chirurgie est également une option, alors c'est rare, avec des fois des chirurgies quand même qui sont très très lourdes, de cystectomie, d'entérocystoplastie ou de neuromodulation, ce qui est quand même moins lourd. L'endométriose, alors ce sont des tableaux différents, mais j'en parle parce que souvent tout se mélange. La caractéristique principale de l'endométriose, c'est que les douleurs varient avec le cycle. La définition, c'est du tissu endométrial qui est en dehors de la cavité utérine. Ça représente quand même une femme sur 10, donc c'est énorme. Les signes fonctionnels, alors ça va être des douleurs pelviennes qui vont être en fait en fonction de où se situe le tissu endométrial. Ces douleurs sont récurrentes, aiguës et aggravées au moment des règles. Donc le caractère cyclique est très évocateur. En fait, les lésions vont proliférer, saigner et elles laissent des cicatrices qui ensuite sont douloureuses. On peut également trouver une infertilité et ça peut également être asymptomatique. Le traitement, ça va être un traitement hormonal pour provoquer l'aménorrhée.
et éventuellement une chirurgie d'exérèse des lésions d'endométriose. Les coccygodémies, donc là on va avoir des douleurs uniquement sur le coccyx, qui vont être des douleurs locales, sans irradiation et qui sont classiquement aggravées par la position assise. Il faut demander une radio en position debout et assise, en position douloureuse, et on regarde si on a une subluxation notamment des dernières pièces coccygènes. Si on a un angle supérieur à 20 degrés, c'est qu'a priori il y a une hypermobilité. Alors, les causes de douleur, c'est pareil, elles sont multiples. On peut avoir donc des luxations postérieures, ça correspond à un quart des coccygodémies, liées a priori à un coccyx trop rigide. On peut avoir une hypermobilité du coccyx avec une diminution des espaces intervertébraux, c'est en fait un équivalent d'arthrose. On peut avoir des spicules, alors ce sont des excroissances osseuses donc à la pointe du coccyx. Donc bien sûr, on va avoir une excroissance qui fait mal. Ça sera particulièrement symptomatique chez les patients maigres ou après grosse perte de poids. On peut avoir une rétroversion du coccyx, une saillie de l'angle sacro-coccygien. Alors ça, c'est souvent chez les adolescents et ça va se corriger spontanément avec la croissance. On peut avoir des fractures post-traumatiques, bien évidemment. Et dans un tiers des cas, on ne retrouve pas de cause. Dans ces cas-là, la moitié répond aux infiltrations, la moitié ne répond pas aux infiltrations, on n'a pas de diagnostic, donc ça peut être quand même un petit peu difficile à traiter. Le traitement des coccygodémies, alors c'est ce qu'on appelle des coping techniques, donc c'est essayer de trouver des solutions, donc limiter le temps de position assise, un travail debout, le coussin, classique. Les traitements manuels, donc de la kinésithérapie avec des manipulations internes assez souvent, qui ont quand même une amélioration dans plus de 50% de la douleur dans 25% des cas. Et puis les infiltrations intradiscales ou de la pointe. Et en dernier lieu, la chirurgie. Alors, la chirurgie du coccyx est une chirurgie avec un risque d'infection important puisqu'à proximité de l'anus et donc des suites longues. C'est 3 mois d'arrêt de travail minimum parce que la position assise va être difficile à tenir. C'est quand même une chirurgie lourde et compliquée. Les pubalgies. Alors, 2 types de pubalgies, les pubalgies pariéto-abdominales ou les pubalgies des adducteurs. Les pubalgies pariéto-abdominales. Donc, on va avoir des douleurs sur le pubis, au niveau du pli de l'aine. On peut avoir une irradiation à la face inférieure de cuisse, testicules, périnée. Caractéristique évocatrice, c'est que les douleurs sont augmentées par la toux, par la poussée abdominale ou par les séances de musculation abdominale. En fait, tout ce qui va entraîner une contracture des muscles abdominaux va déclencher les douleurs. À l'examen, alors on peut retrouver une douleur au-dessus de l'arcade crurale quand on palpe l'orifice profond du canal inculaire. Donc, c'est en fait un équivalent de déchirure musculaire, ce qui explique que ces douleurs sont aggravées lorsqu'on contracte les muscles. L'origine de la douleur, c'est un défaut de musculature donc lié à une faiblesse pariétale ou une compression nerveuse. Les pubalgies des adducteurs, donc là, on va avoir des douleurs en dedans de la racine de la cuisse. Alors, classiquement, le début est brutal, après un mouvement d'écartement de la cuisse sur le muscle en contraction avec un échauffement insuffisant. Et on va avoir une douleur dès la mise en tension des muscles. C'est relativement évocateur. Le diagnostic se fait à l'IRM. Le traitement de ces pubalgies, c'est bien entendu en premier le repos, les anti-inflammatoires, le glaçage et la physiothérapie, donc un traitement relativement classique, plus ou moins des infiltrations, plus ou moins la chirurgie. Voilà, donc ça fait un petit peu catalogue, mais c'est vrai qu'il faut bien faire la différence avec les autres diagnostics. Et en pratique, c'est vraiment difficile parce que la douleur commence à un endroit, mais après ça diffuse à toute la zone. Il y a effectivement les syndromes myofasciaux qui se rajoutent et c'est assez complexe. C'est vraiment étape par étape qu'on va procéder en disant bon, ça peut peut-être être ça, j'élimine, voilà, et on progresse comme ça. On revient donc sur le traitement de la névralgie pudendale à proprement parler. Le traitement médical, alors on va associer les médicaments, la kinésithérapie, le TENS, le QTENS. Médicaments, donc on va donner des antiépileptiques. Alors, bien entendu, les antalgiques classiques ne fonctionnent habituellement pas sur ce type de douleur puisqu'on est sur des douleurs neuropathiques. A priori, la morphine ne fonctionne pas non plus. Donc, les antiépileptiques, les tricycliques fonctionnent très très bien. Les IRS, donc les inhibiteurs de la capture de la sérotonine, alors soit à visée antalgique pour les douleurs neuropathiques et également bien penser à rechercher un syndrome dépressif. Les douleurs chroniques sont très fréquemment associées à un syndrome dépressif. Donc, il faut bien expliquer aux patients. Ça prend un petit peu de temps, ça vient assez vite. Le patient voilà, se met à pleurer au bout de en général dans la consultation. Ça se voit ou ça se sent. Il faut bien en parler avec lui, lui dire voilà, si vous vous sentez déprimé, c'est important de consulter quelqu'un, un spécialiste pour ça, mais c'est important de traiter la dépression. Quand on leur dit ça, souvent ils disent oui, mais la douleur n'est pas dans ma tête. Non, non, on ne parle pas de ça. Mais la douleur chronique engendre une dépression et la dépression aggrave la douleur.
Des fois, moi, je leur fais ce schéma un petit peu réducteur, mais de leur dire, voilà, c'est la sérotonine qui permet de réguler la douleur et de réguler l'humeur. Si on a mal, on utilise ces stocks de sérotonine, et donc on n'en a plus pour l'humeur, on déprime, et vice-versa. Donc voilà, bien leur expliquer. Il faut traiter la dépression s'il y a une dépression associée, et elle est fréquemment associée. Je prends également volontiers l'exemple de l'infarctus en disant quand on traite un infarctus, on débouche les artères, mais il faut aussi traiter les facteurs associés que sont le cholestérol, la tension, le diabète. Ben là, c'est pareil, il faut traiter la dépression qui est associée si on va avoir des bons résultats. La kinésithérapie, on a également des bons résultats, notamment dans toutes les techniques de relaxation du périnée pour les syndromes myofasciaux associés. Le TENS, bien évidemment. Le Qutenza qu'on utilise de plus en plus, alors c'est un tissu gel de capsaïcine. C'est en fait un toxique local, c'est un piment local qui va, alors c'est vraiment dans des unités douleurs très spécifiques parce que ça peut entraîner des brûlures, mais il y a une efficacité dans ce type de douleur. Les infiltrations, alors je voulais en parler parce qu'on parle classiquement des infiltrations. Et effectivement, au début, on faisait des infiltrations avec des corticoïdes à visée thérapeutique. En fait, on s'est aperçu que l'effet thérapeutique, c'est 14%. Et que par contre, il y a des risques de nécrose musculaire. Donc, actuellement, on ne fait plus d'infiltration de corticoïdes à visée thérapeutique. On fait juste un test diagnostique avec un anesthésique local, mais qui a juste un but diagnostique, qui soulage pendant 2 heures, mais qui ne va pas soulager sur le long terme. La chirurgie. Alors, les indications. La première chose, c'est d'être sûr que c'est une névralgie pudendale. Or, on vient de dire qu'il n'y a aucun diagnostic de certitude. Donc, c'est vrai qu'en pratique, on travaille en équipe. Moi, je fais la partie chirurgicale. Si je vois des patients en première intention, je demande toujours à un collègue algologue spécialisé dans la névralgie pudendale de valider le diagnostic, parce que le diagnostic est quand même très difficile à poser. Donc, il faut que le diagnostic soit certain. Il faut, comme toute chirurgie, qu'on ait une douleur résistante à la prise en charge médicale complète. Alors, le dernier congrès spécialisé sur ces douleurs-là, on a convenu qu'au-delà de 6 mois de douleur de névralgie pudendale typique, on peut proposer une chirurgie. En deçà de 6 mois, c'est quand même un petit peu tôt parce qu'on a des fois des épisodes de névralgie pudendale qui peuvent être résolutifs spontanément. Donc, c'est le canal carpien de la fesse. On va aller libérer le nerf pudendal. Donc, la technique, le patient donc, est en décubitus ventral avec les cuisses fléchies sur le bassin, ce qui permet d'avoir une bonne ouverture de l'angle. C'est une anesthésie générale. On fait une incision donc d'à peu près 5 cm. Alors, l'incision est oblique pour être bien en fait dans l'axe des fibres du glutéus, qui est le muscle de la fesse. Ça, c'est une incision pour un pudendal. Ça, c'est une incision pour un pudendal avec un clunéal. Donc, en fait, on fait le diagnostic de pudendal. Si à l'interrogatoire, on a l'impression qu'il y a une névralgie clunéale associée, donc si la douleur descend derrière la fesse, derrière la cuisse, dans le doute, on va aller libérer le nerf clunéal. Parce qu'on pense qu'en fait, dans les mauvais résultats de la chirurgie du nerf pudendal, c'est en fait qu'il y avait un nerf clunéal associé que l'on n'avait pas diagnostiqué. Donc, depuis qu'on fait le nerf clunéal, au moindre doute, on a des meilleurs résultats. Donc, si on veut libérer le nerf clunéal, on prolonge un petit peu l'incision vers le bas avec une petite angulation sans repère sur la tuberosité ischiatique. L'incision, donc, elle est 5 cm dans les fibres du muscle. Alors, le muscle n'est quasiment pas sectionné, en fait. On écarte les fibres musculaires et on va arriver sur le ligament sacro-tubéral que l'on va inciser complètement. Et là, on voit le nerf pudendal et dessous, c'est le ligament sacro-épineux. Donc, on voit vraiment, quand on opère, le nerf pudendal qui est coincé entre ces deux ligaments. On libère également le nerf pudendal dans son émergence dans son muscle piriforme et ensuite on va le libérer dans le canal d'Alcock au droit. Si donc il y a des clinalgies associées, donc c'est ce que je disais, on fait une incision un petit peu plus longue. Je vous ai remis la diapositive donc avec le nerf pudendal qui est ici et le nerf clunéal qui est juste à côté et on aperçoit parfois le tronc du sciatique. L'intérêt de cette voie chirurgicale, en fait, c'est que visuellement, on voit le nerf sur toutes les zones où il peut être comprimé. On a un contrôle visuel complet, sachant que c'est une région où il y a beaucoup de variations anatomiques, c'est plus de 17%. Donc, c'est quand même mieux de voir ce qu'on fait. Et on a une bonne cicatrisation puisqu'on ne sacrifie pas les muscles. On est à distance des ischions, donc les gens peuvent s'asseoir dès la sortie du bloc. Et on a une incision qui est à distance du périnée. Il y a d'autres voies qui ont été décrites. Alors après, on défend un petit peu sa paroisse. Mais c'est vrai que nous, on a un contrôle visuel complet de tout ce qu'on fait et on libère le nerf sur toutes les zones de compression potentielles. Les complications, bon, c'est les complications d'une anesthésie générale et les risques chirurgicaux habituels, hématome, abcès. Petite
caractéristique, c'est qu'on peut avoir des hématomes très à distance. On a des fois des hématomes à J10. Voilà, donc c'est une violente douleur dans la fesse. Et puis, comme une balle de tennis, en fait, il y a l'hématome qui se constitue rapidement. Il faut réopérer pour évacuer l'hématome. Il est très important de préciser qu'il n'y a aucun risque périnéal. Alors, théoriquement, il y a un risque d'incontinence anale par la dernière branche du nerf pudendal. En pratique, sur plus de 6000 cas, il n'y en a jamais eu. Donc, en fait, comme on contrôle visuellement son fil, il y en a. Et il n'y a pas de risque d'impuissance, d'infertilité, aucun risque à ce niveau-là. Il peut y avoir une petite hypoesthésie de la zone périnéale, mais qui récupère qui récupère tout le temps en quelques jours. Les suites post-opératoires, alors c'est une chirurgie qui n'est pas très douloureuse, donc il fait du rachis, c'est beaucoup moins douloureux qu'une chirurgie d'hernie discale. Une hospitalisation 2 à 3 jours. Les patients sont levés en général le jour même de l'intervention. On leur dit bien de rester en fait en position assise pour bien appuyer sur la fesse et faire l'hémostase. Un arrêt de travail d'1 mois. La seule chose, c'est qu'on contre-indique le vélo à vie parce que les selles en fait risquent de comprimer le nerf qui n'est plus protégé par les ligaments. Alors, on n'a pas encore fait d'études sur les nouvelles selles très ergonomiques. Voilà. L'efficacité. Alors, à tout âge, on a 70% d'amélioration, 30% d'échecs, dont 2% s'estiment aggravés. Alors, en fait, il n'y a pas d'aggravation au sens neurologique du terme. C'est des gens qui attendaient tellement de la chirurgie qu'ils sont déçus et ils se sentent aggravés. Ces études-là sont sur la libération du nerf pudendal seul. Depuis qu'on fait le nerf punéal, on a l'impression que les résultats sont meilleurs. Alors, il y a une étude en cours, mais on n'a pas encore les résultats, mais on serait quand même plus aux alentours de 80% d'amélioration et avec également des améliorations immédiates. Après 70 ans, le taux d'amélioration diminue à 50%. Bien entendu, plus on attend longtemps et plus il y a un risque de non-amélioration. Alors, il y a vraiment une évolution. C'est-à-dire qu'avant, on voyait des gens qui avaient mal depuis 10 ans, qui n'en pouvaient plus. Là, on voit des gens très rapidement. Donc, on peut espérer que c'est pareil, que ces gens qui arrivaient trop tard, on devrait maintenant ne plus les voir et les voir quand même à un stade assez tôt. L'amélioration peut être décalée, c'est-à-dire qu'il est habituel qu'il n'y ait pas d'amélioration dans les 6 premiers mois, qu'il y ait un début d'amélioration à 6 mois et l'amélioration peut se poursuivre jusqu'à 2 ans. Donc, il faut bien rassurer les patients. S'ils disent en post-opératoire, ben, c'est pareil, oui, mais attendez, ça peut encore continuer à s'améliorer. Le taux de récidive est anecdotique, 10 sur 4500 patients, donc c'est quand même très, très, très rare. Donc, en conclusion, la principale difficulté, c'est de poser le diagnostic et on n'a aucun élément qui nous permet un diagnostic de certitude. Poser le diagnostic revient donc à éliminer les diagnostics différentiels. La prise en charge, donc il faut qu'elle soit ultra spécialisée parce que c'est quand même des pathologies très particulières qui sont rares en plus, donc même quand on est spécialisé, on en voit pas non plus 10 par jour. Et il faut une prise en charge donc, ultra spécialisée et pluridisciplinaire, c'est vraiment absolument indispensable pour le diagnostic, parce que vous avez vu qu'il y a plein de diagnostics différents, et après également pour la prise en charge thérapeutique. Je vous remercie et donc vous aurez ce petit tableau où j'ai essayé de synthétiser toutes les douleurs de la région, en tout cas les plus fréquentes, et pour essayer de faire un diagnostic rapide. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Dr Parado. Alors, effectivement, ce petit tableau est à retrouver directement en lien sur l'événement qui est dans Mérédith Santé. Et du coup, vous pouvez le télécharger pour l'avoir tout le temps avec vous. Si vous avez d'autres questions qui vous viennent après la conférence, vous pouvez contacter le Dr Parado directement sur le réseau Mérédith Santé. Merci beaucoup à vous pour ces initiatives qui sont quand même extrêmement intéressantes et qui permettent de diffuser de l'information sans se déplacer, ce qui est quand même bien pratique, je pense, pour tout le monde. C'est sûr. En tout cas, merci. J'en profite encore. Je sais que je le dis tout le temps, mais merci à tous ceux qui se connectent parce que c'est aussi grâce à vos inscriptions, à vos connexions qu'on continue à faire ça. Donc, voilà, on est à votre service. Si vous avez d'autres thématiques, n'hésitez pas à nous les faire remonter. Belle soirée à tous. Au revoir. Au revoir.